Bienvenue au Centre national des arts. Je me présente Guy Varin. Je suis adjoint à la direction artistique au Théâtre français. Ça me fait grandement plaisir, au nom de toute l'équipe du Théâtre français, au nom de la grande équipe du CNA, de vous accueillir ici pour un moment vraiment spécial. Nous accueillons à l'occasion de la présentation de Charles Tchekhov, donc M. Michel Tremblay. On peut l'applaudir. Donc, vous parlez un petit peu du déroulement de la soirée. Donc, évidemment, comme vous savez, à 19h30, nous allons présenter Cher Tchekhov, une production du Théâtre du Nouveau Monde, dans une mise en scène de Serge Denoncourt. Nous avons fait tout à l'heure à 16h un vernissage en hommage à Michel Tremblay et ses liens avec le Théâtre français du CNA. Donc, ce moment, c'est un moment de rencontre entre lui et notre grand ami Julien Morissette, réalisateur de balado plus que du Théâtre français. Il est directeur artistique aussi de Transistor Média. Donc, c'est un animateur qui nous suit ici depuis bientôt 6 ans. Donc, ça nous fait plaisir, Julien, que tu aies accepté l'invitation. La discussion, la rencontre entre nos deux amis se fera dans une quarantaine de minutes. Non, elle va durer une quarantaine de minutes et sera suivie d'une période de questions-réponses, de commentaires. Donc, je vais vous demander, quand la discussion entre Julien et Michel sera terminée, donc de prendre le micro qui sera déposé. Ce sera ce micro-ci, juste à l'arrière. L'entrevue est enregistrée et aussi en direct. Donc, je salue tous les gens à la maison. Et après la période de questions, donc Michel Tremblay a accepté de faire une séance de dédicace. Donc, nos amis de la Librairie du Soleil vendront des livres de Michel Tremblay, notamment Cher Tchekhov, et vous êtes invités pour une trentaine, quarantaine de minutes à rencontrer Michel et à faire dédicacer votre livre. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Michel et Julien. Merci. Merci beaucoup, Guy. Merci à toute l'équipe du Théâtre français qui accueille Michel et la production en grand. C'est vraiment un moment spécial qu'on vit ensemble en ce moment. Moment historique quand même. Parlant d'histoire, est-ce que vous vous souvenez, vous étiez où le 2 juin 1969? Je pense qu'il y a des gens qui étaient peut-être ici, mais juste pour vous remettre en contexte, la salle dans laquelle on est en ce moment n'existait pas encore, mais on venait d'inaugurer le CNA 3 jours avant, le 31 mai 1969. Et donc, le 2 juin, c'était la première de Lysistrata qui avait été adaptée par Michel Tremblay et André Brassard. Il y a Gilles Renaud, qui est dans la distribution de Cher Tchekhov, qui sera présenté à partir de ce soir, on y reviendra tout à l'heure, Michel, dans ton rapport avec Gilles Renaud, qui a souvent interprété des rôles importants dans certaines de tes productions. Mais c'est quand même, moi je trouve ça incroyable de me dire que 53 ans plus tard, on s'apprête à accueillir en première ici à Ottawa Cher Tchekhov, donc une autre création de Michel Tremblay. On peut l'applaudir. À quelques heures d'une première, Michel, est-ce qu'on a toujours la même fébrilité qu'on l'avait, disons, en 1969? Oui, ça passe pas, ça. Je pense que tous les artistes devraient avoir le trac. Les artistes qui prétendent ne pas avoir le trac, je ne les crois pas, ou je ne sais pas comment ils font. C'est notre vie. Hein, mais j'en parlais il n'y a pas longtemps, il y a 5 minutes d'ailleurs. Ce qui est curieux, c'est que le trac, dans mon cas, parce que je ne suis pas sur la scène, le trac, c'est avant. À partir du moment où je m'assois toujours en coulisses, ce soir, je vais être en coulisses pour regarder le spectacle. À partir du moment où le spectacle commence, j'ai plus le trac. Exactement comme on dit qu'un acteur malade, ça se peut pas. Si un acteur est très, très, très malade, il va monter sur scène, puis il ne sera pas malade pendant 2 heures, puis il va retomber malade après. C'est un peu la même chose. Je suis très, très, très nerveux. J'étais nerveux dans le train hier en m'en venant ici. J'ai pas eu le temps d'être nerveux aujourd'hui parce que j'ai été très occupé. Mais là, je disais ça aussi tout à l'heure. Vous allez me trouver fou. Mais à l'âge que j'ai, à 80 ans, des fois, j'ai encore l'impression que ce soir, il y a 837 personnes qui ont acheté des billets à venir haïr ma pièce.
pour venir l'haïr. Ça m'a suivi toute ma vie. C'est très... J'ai jamais été capable de me guérir de ça. Pourtant, c'est ridicule. Ils ne dépenseront pas 65 piastres pour venir m'haïr. C'est complètement ridicule. Mais c'est un manque de confiance en soi, probablement. Et qui suit après tant d'années, c'est quand même... ça fait peur là, pour la It's suite because si I on est care. jeune. là. Hein? It's because I care. Non, mais je comprends, mais ça démontre quand même, c'est ça, un attachement assez fort à son œuvre. Sinon, on deviendrait, je ne sais pas, désabusé. Puis n'importe quel art, mais le théâtre, pour nous tous qui sommes ici ce soir sur la scène et moi en coulisses, c'est une passion. Alors, une passion, ça ne passe pas. Une passion qui reste une passion. Tu sais, ça ne peut pas rien nous faire. Tu sais, quelque part, là, il faut qu'on soit énervé. C'est ce qui fait notre plus grande qualité. Et donc, si je comprends bien, Michel, tu n'es jamais dans la salle à une première. On te retrouve en coulisses, Oui, c'est non, ça? je suis parce que la dernière fois que j'ai été dans la salle un soir de première, c'était en 1972. Ça fait exactement 50 ans. C'était à la première de la reprise de Demain matin, Montréal matin. Et il y a un décor qui était tombé sur la tête des acteurs. Et, paranoïaque, j'avais décidé que c'était de ma faute et que plus jamais je serais dans la salle un soir de première. Et je n'ai jamais été, sauf à l'étranger, évidemment. À l'étranger, quand je suis invité, il faut bien que je sois là. Mais les créations, même les reprises. Mais j'aime beaucoup regarder mes spectacles de profil. J'aime beaucoup ça. D'abord, je suis plus près des acteurs, puis leur énergie s'en va vers la salle, mais c'est assez beau. C'est assez beau à regarder. J'aime beaucoup ça. C'est Serge Denoncourt qui signe la mise en scène de Cher Tchekhov. Ça fait 30 ans que Serge Denoncourt travaille avec tes mots, aussi avec du Tchekhov, parce qu'il est assez familier avec l'œuvre. C'est un spécialiste de Tchekhov. C'est ça. Ouais. Quand tu vois des mises en scène de tes pièces signées par Serge Denoncourt, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu apprécies de son travail en particulier? Avec Serge, la première chose que j'ai constatée, parce que ce n'était pas le cas avec Brassard, c'est qu'on a un même sens d'esthétique. J'aime beaucoup l'esthétique de Serge Denoncourt. Ces spectacles, vous allez voir ce soir, ces spectacles ils ont l'air de rien au début. Tout à coup, ça se développe, ça devient très, très beau. Alors que Brassard, c'est peut-être plus le jeu des acteurs. Brassard, le côté visuel c'était important, là, mais c'était quand même secondaire. Ce qui importait pour lui, c'était d'abord et avant tout le travail avec les acteurs. Serge, c'est les deux. Alors, puis c'est une esthétique qui me ressemble, que ressemble à la mienne. Alors, ça va. On travaille ensemble sérieusement là, depuis Fragments de mensonges inutiles en 2009. Alors, c'est la troisième ou quatrième création qu'il fait de moi. Et Serge a déjà dit que ton théâtre avait été une bougie d'allumage pour lui. Récemment, Mani Soleimanlou, qui est directeur artistique du Théâtre français depuis peu, a dit la même chose. C'est comment de collaborer avec des gens qui ont été teintés de ton travail et de te retrouver sur un plateau avec eux après? On n'en parle pas. Il ne faut pas penser à ces choses-là. Faut pas. Tu vois, tu me dis ça, là, puis moi, il ne me l'a jamais dit. Ben, c'est peut-être mieux comme ça, dans le rapport de travail. Oui, c'est sûr, tu René Chassé qui raconte partout qu'il a voulu devenir un acteur quand il a vu en pièce détachée à la télévision en 71. Ça, je le sais, mais on n'en parle pas, il ne m'en parle pas, lui. On ne parle pas de ces choses-là. Le principal, c'est qu'on travaille bien ensemble. Oui, dans le présent, et il y a quelque chose de... Je crois que tu veux demeurer pertinent, demeurer d'actualité. Il y en est question dans Cher Tchekhov. On aura la chance d'en parler. Mais avant de rentrer dans les thématiques plus profondes et les sujets qui sont abordés, je suis curieux de savoir comment s'est passée l'écriture de Cher Tchekhov. Parce que là, on parle d'une pièce qui se retrouve dans un roman, Le cœur en bandoulière. Et dans le roman, on parle d'une pièce inachevée. Il y a beaucoup de couches. C'est un oignon qu'on pourra peler ensemble, Michel, mais je veux savoir quand est-ce que ça a commencé. D'une mise en abîme. C'est ça exactement. Un miroir dans un miroir dans un miroir. C'est étourdissant, mais... La vraie histoire, c'est qu'il y a peut-être 8-9 ans maintenant, peut-être même 10, j'avais commencé une pièce qui s'intitulait Cher Tchekhov.
Et au beau milieu, j'avais bloqué. Mais vraiment, un blocage comme j'en ai peu connu dans ma vie. Vraiment, un blocage, là, fini, terminé, le coup près tombe. Parce que la pièce se passe dans une famille d'artistes. Il y a 4 acteurs, actrices, 3 actrices, un acteur et un auteur de théâtre, qui sont les enfants d'une ancienne grande actrice. Et j'avais décidé d'envoyer une lettre d'amour aux acteurs, puis rendu au milieu, au moment où j'allais attaquer les grosses scènes élevées de la fin, là, vous allez voir la scène sur la critique, puis la scène sur la chicane entre le frère et la sœur, là, je me suis dit, j'écris sur les acteurs et c'est des acteurs qui vont jouer. Alors, est-ce que quand je vais faire lire ce texte-là, est-ce que les acteurs vont penser que je les haïs? Et c'est ce qui m'a bloqué, mais complètement du jour au lendemain. J'ai eu peur de montrer ça à des acteurs, de peur qu'ils pensent que je les aime pas. Alors, ça a duré 3-4 ans. Puis les gens me disaient, « Hey, la belle pièce, tu avais commencé. Là, qu'est-ce que... » Je disais, c'est fini, c'est terminé. Et à un moment donné, j'ai décidé d'en faire un roman. J'ai décidé, j'ai décidé de faire terminer la pièce par un autre, par un personnage. Au lieu de la finir moi-même, je me suis dit, je vais prendre mon alter ego, le personnage de Jean-Marc que je traîne depuis 1981 et qui est toujours joué par Gilles Renaud, que vous allez voir ce soir, et je vais lui donner la tâche de finir la pièce à ma place. Alors, donc, la pièce que vous allez voir ce soir, c'est un auteur qui a commencé une pièce il y a quelques années, qui a bloqué, parce qu'il avait peur que les acteurs pensent qu'ils ne les aimaient pas, et qui décide de refaire la pièce au complet, c'est-à-dire de revoir, de corriger ce qu'il a fait. Alors, vous allez assister ce soir à la naissance d'une pièce de théâtre, d'aller voir comment un auteur écrit une pièce. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe, il rature, il se trouve ridicule, il donne une réplique à quelqu'un d'autre parce que c'est plus efficace. Il y a un moment donné, un monologue qui est fait par voyons, encore Isabelle. Isabelle, voyons. Isabelle Vincent. Vincent, bon, excusez-moi, pauvre Isabelle, excuse-moi. Et Gilles Renaud dit, ah non, ça irait mieux au personnage de Claire. Et là, c'est Maud Guérin qui reprend le même monologue, mais d'une façon différente. Alors, on voit en même temps 2 personnages, un après l'autre, faire le même monologue et 2 interprétations différentes, comme quoi, au théâtre, l'interprétation, c'est différent. 2 actrices avec des sensibilités différentes peuvent incarner un personnage de façon différente. C'est pour ça que c'est important d'aller au théâtre. Mais c'est pour ça que c'est important de voir plusieurs productions d'une même pièce. Tu sais, le Malais de Genève, je l'ai vu. Ben non, on y va pareil parce que chaque fois, ce qui reste la même chose, c'est le texte, mais tout change. Chaque fois que vous allez voir une production différente d'une pièce, tout va changer. Les sensibilités, les intelligences, l'esthétique ne seront pas les mêmes. Et ça, pour un amateur de théâtre, c'est extraordinaire. Mais pour un auteur, ça doit être particulier aussi Ouais. parce que tu voyages à travers le pays, à travers le monde aussi pour voir. Ouais. Ben, j'ai toujours dit que le plus grand cadeau qu'on puisse faire à un auteur de théâtre, c'est lui montrer le plus grand nombre possible de productions de ses pièces, de son vivant, évidemment. Parce que, à cause de ça, justement, c'est que de voir différentes interprétations. Moi, il y a des gens qui... je me souviens à l'époque du début j'ai 80 ans, excusez-moi. Ben alors, on va le trouver ensemble. L'improvisation, les gens qui faisaient de l'improvisation, ils disaient qu'ils ne voulaient plus. Ils haïssaient le mot interprétation, ils voulaient s'interpréter eux-mêmes. Puis je trouvais qu'il y avait tort, je le trouve encore d'ailleurs, parce que je trouve que c'était un des plus beaux mots, interprétation. Prendre ce que quelqu'un a fait, a écrit, et l'interpréter à ta façon, c'est de la création. C'est pour ça que j'ai toujours donné une grande liberté aux metteurs en scène quand ils montaient mes pièces, parce que quand tu écris un roman, tu es tout seul devant ta lectrice ou ton lecteur éventuel, donc ce que tu écris va rester le même partout. Mais quand tu écris pour le théâtre, il faut que tu aies l'humilité de te dire, l'humilité
de réaliser que tu écris pour le théâtre parce que tu as besoin des autres. Une pièce de théâtre tout seul, un Racine tout seul, c'est magnifique, c'est des chefs-d'œuvre. Mais un Racine mal joué, c'est plate en petit peu pire, tu sais. Alors, c'est pour ça que l'interprétation, d'abord du metteur en scène, ensuite des acteurs, ensuite des concepteurs. Le spectacle, vous allez voir ce soir, le côté des éclairage, décor, costume, tout ça, a Martin gagné tous Labrec les à prix l'éclairage, entre au autres. Théâtre du Nouveau Monde. C'est d'une beauté. Les éclairages sont absolument, absolument magnifiques. J'irai voir cher Tchekhov dans une autre ville ailleurs, aux États-Unis, que, encore une fois, la seule chose qui resterait la même, c'est mon texte, mais que tout serait différent. J'ai fait ça pendant des années. En vieillissant, j'ai arrêté de voyager parce que ça me fatiguait. Mais pendant 20 ans, je suis allé un peu partout dans le monde. Et j'en parlais aussi tout à l'heure. Excusez-moi de me répéter, mais il y a eu une production, encore une fois, si vous permettez, à Singapour. Alors, de voir comment un metteur en scène et un décorateur chinois voient la Saskatchewan, c'était hallucinant. Ça n'avait absolument rien à voir avec la Saskatchewan qu'on connaît, là. Des plaines plates avec un ciel puis du blé. Eux autres, c'était les Chinois, il y en avait des couleurs, mais c'était absolument, absolument magnifique. Alors, encore une fois, c'était un Chinois, une Chinoise qui jouait ma mère et moi. Alors, de te voir jouer par un Chinois, c'est extraordinaire aussi. Et la sensibilité, tu te rends compte, en fin de compte, tu te rends compte que ce qui marche, ce qui pogne, c'est les mêmes affaires. Les gens vont rire, vont pleurer au même endroit, mais des fois pour des raisons différentes, parce que l'interprétation va avoir été différente. Excusez-moi si je bois beaucoup d'eau, il faut absolument que je le fasse. Ça va me permettre de poser quelques questions de temps en temps. Je vais en profiter. Mais revenons sur Jean-Marc, sur le procédé d'avoir laissé le fardeau de terminer cette pièce à un personnage. Qu'est-ce qui explique que ça a permis de débloquer? Ça, Et ben, de, ça, ça c'est t'éloigne une ou... façon de me cacher derrière quelqu'un d'autre, de me donner le courage de finir en prétendant que c'est quelqu'un d'autre qui le faisait. Comme ça, s'il faisait une mauvaise pièce, c'était pas de ma faute. S'il écrivait une mauvaise pièce, je pourrais, moi, décider qu'elle est mauvaise puis qu'elle ne sera jamais jouée. Alors, j'étais, comme on dit en français, j'étais padé dans ce sens-là. J'avais une excuse, en fait. Et ça m'a permis j'ai écrit la deuxième partie assez rapidement parce que c'est une scène sur la critique, c'est une scène sur un frère qui reproche à sa sœur d'avoir mal joué un rôle. Et comme c'est très, très violent verbalement, ces scènes-là, j'aime les écrire rapidement. J'aime les écrire en 2-3 jours. Je ne peux pas m'arrêter au milieu d'un monologue violent verbalement, là. Faut que je le fasse au complet au moins une fois. Quitte à revenir après puis la recommencer, là, mais au moins donner une première version en un coup, si tu veux. Et là, une fois l'œuvre achevée, est-ce que la crainte de la réception des artistes, parce que c'était Ben, ça à je la trouvais ça pas base... mal bon. Oui, donc là, tu étais plus à l'aise de faire lire ça à des comédiens, à des artistes qui... Oui, oui, Ouais. exactement. Quand je l'ai eu fini, Serge était au courant et Serge avait lu le début de la première partie. Puis il faisait partie des gens qui me demandaient pourquoi je ne l'avais pas fini. Et puis il était ravi, il était très, très, très content. Je ne dis pas que si j'avais pas pris l'excuse de Jean-Marc, je ne l'aurais pas fait. Mais je suis absolument convaincu que ça m'a aidé. Ça m'a donné, en tout cas, ça m'a donné le courage de finir. À propos de Tchekhov, Michel, tu as déjà dit que c'est grâce à cet auteur-là que tu as compris pour la première fois que le théâtre était universel. Était quoi? Était universel. Oui. En quel sens? Bien, parce que il y a lui, il y en a d'autres aussi, mais parce que c'est très local ce qu'il écrit. Tu sais, 3 femmes qui s'ennuient de Moscou, c'est loin de nous autres. Tu sais, les 3 sœurs, Moscou, 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 ben nous, on est à Ottawa. Tu sais. Mais les auteurs de théâtre qui
ce qui est important sur la scène, c'est qu'il y ait des êtres humains, pas des idées. Si tu as des êtres humains sur scène, que tu joues la pièce dans n'importe quelle ville, de n'importe quel pays, de n'importe quel continent, il y a quelque chose qui va passer parce que les êtres humains sont les mêmes. Puis c'est avec Tchekhov, puis c'est avec Marcel Pagnol un peu aussi, puis avec Tennessee Williams, que j'ai compris qu'on était tous les mêmes, que malgré ça, on le sait, là, mais je dis, malgré les sociétés, que l'âme humaine est la même partout. Tu sais, au début, quand mes pièces ont commencé à être jouées à l'extérieur, même après l'anglais, là, dans d'autres langues complètement, il y a des gens qui me disaient comment est-ce qu'ils font pour traduire le joual? Puis je leur disais toujours, c'est pas le joual qui traduit, c'est la pièce. Parce que derrière le joual, il y a des êtres humains. Il y a des êtres humains qui parlent cette langue-là pour des raisons très spécifiques, mais il reste des êtres humains. Et si, pendant la pièce, ils se conduisent de façon humaine, n'importe qui, n'importe où dans le monde, tu sais, tout écrivain est universel, à condition d'être bon, évidemment. J'avais dit ça à la télévision française une fois. J'avais dit, l'animateur avait les yeux longs comme ça. J'avais dit, vous savez, un mauvais écrivain français n'est pas universel. Il n'avait jamais pensé à ça, tu sais. Parce que tu es français, tu es automatiquement universel. Ben non, si tu n'es pas bon, tu ne l'es pas. C'est la différence entre les grosses cultures influentes puis les petites voix. Moi, je dis toujours qu'au Québec, on a une petite voix, mais on s'en sert bien. Tu sais, c'est une question de ne pas imposer les Américains, les Français, bon, ceux qui ont, même les Russes, puis les autres, nous ont imposé leur voix. Puis on s'est toujours courbé, puis on a toujours dit oui, oui, vous êtes donc bon, on n'est rien, on n'est rien, on n'est rien. Puis à un moment donné, il y a une génération qui s'est réveillée, puis qui a fait des choses humblement. Tu ne fais pas ça pour dire je suis aussi bon qu'un Français, mais tu fais ça parce que tu dis ben c'est moi que j'exprime, tout simplement. Est-ce que tu pensais que ça allait voir, on parlait tout à l'heure de 1969 et des débuts, est-ce que tu pensais que ça allait avoir autant de résonance à travers le monde, ces mots et ces personnages-là? Ben, en toute Ben non, humilité. non, parce que c'est une anecdote que je raconte souvent, mais il faut savoir que les belles-sœurs, c'est un exercice de style d'un jeune petit cul de 23 ans qui ne sait pas ce qu'il fait. Les belles-sœurs n'ont pas été planifiées. Les belles-sœurs n'ont pas été en je vais maintenant révolutionner l'histoire du théâtre au Québec ou je vais maintenant écrire un chef-d'œuvre. C'est un petit cul qui avait envie, pour la première fois, c'était la première fois qu'il utilisait cette langue-là, qui avait envie de mettre sur papier, même pas sur scène, parce que c'est pas une. Tu sais, j'avais 23 ans, mais j'étais assez vieux pour comprendre qu'une pièce avec 15 personnages, c'est plus facile, c'est plus difficile à placer qu'une pièce à 2 personnages. Alors, si j'en ai mis 15, c'est parce que j'avais pas l'intention, je rêvais pas que la pièce soit jouée un jour. C'est juste que j'ai trouvé 15 sortes de femmes différentes, puis que j'avais envie de les décrire les 15. Alors, il faut arrêter de penser que les belles-sœurs ont été écrites pour être jouées, puis pour être jouées à travers le monde, puis tout ça. Pas du tout. Ça a été fait dans une grande, 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 grande naïveté par quelqu'un qui avait besoin de le faire. Dans ce rapport-là, dans l'évolution de ton écriture et de ton œuvre, on parlait tout à l'heure de Jean-Marc qui revient à des moments, à plusieurs moments, dans plusieurs pièces, même à la télévision. Dans des romans. C'est ça, dans des romans aussi. On pourrait avoir l'impression que le Jean-Marc qu'on retrouve dans Le cœur en bandoulière a jamais été aussi proche de toi. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, mais c'est plus, oui, parce que j'y ai donné. Dans les autres, c'était mon histoire. Ils vivaient la même chose que je vivais, mais ça restait comme une histoire. Dans cette pièce-là, c'est tous mes doutes, c'est toutes mes bébites, c'est tout. J'y ai mis tout. Surtout le doute. Il en parle beaucoup du doute dans la pièce. Quand tu arrives il y a 76, je pense, dans la pièce, quand tu arrives à 76 ans, il faut absolument que tu te demandes si tu es encore pertinent, que tu te demandes si tu es dépassé, que tu te demandes si les jeunes vont t'accepter, s'ils ne prendront pas ta place, si
il faut que tu doutes. C'est ce qui est beau, enfin, pour moi, là, dans la pièce qu'il écrit, c'est qu'il exprime tous ces doutes-là, le vieillissement, puis l'actrice de 62 ans qui a décidé, lui, il appelle ça un lifting artistique, qui a décidé de se faire un lifting artistique en allant travailler avec des jeunes, mais qui s'est cassé la gueule, qui a travaillé avec un metteur en scène fou, qui lui a fait mal jouer un personnage de Tchekhov. Et à côté de ça, il y a son frère, qui est auteur de théâtre, qui est joué par Gilles Renaud, qui, lui, qui est joué dans la pièce par Henri Chassé, ouais. et qui, lui, est bloqué depuis 5 ans à cause de la critique. Parce que malheureusement, il y a des auteurs, il y a des artistes qui sont gelés complètement par la critique. Je ne les nommerai pas, mais il y a des gens qui ont donné, qui ont donné des entrevues puis qui disaient moi, je ne joue plus au théâtre parce que je me suis fait dire que j'étais trop laid pour jouer au théâtre. Je le comprends. Je le comprends très bien. Mais je l'aurais compris aussi s'il avait dit qu'il mange de la merde, je vais continuer. Même laid, je vais monter sur scène, puis je vais jouer quand même. Il y a des gens qui, peut-être sous certaines excuses, insultes précises, vont abdiquer, comme dans mon roman. Là, on passe au roman. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un abdique ou non, comme dans la pièce? Oui. Chose qui est aussi nommée et explorée dans la Scheherazade des pauvres, qui vient tout juste de paraître. Aussi, on pourra aussi peut-être en reparler, mais dans cette idée-là, dans cette thématique-là, d'être en mesure de durer en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, est-ce que ces doutes-là qui sont au cœur de la pièce, ça fait longtemps parce que c'est pas la première fois que tu abordes ça dans une œuvre? Écoute, la dernière pièce de moi qui a été jouée ici, il y a 20 ans, c'était L'État des lieux. Puis c'était l'histoire d'une cantatrice assez jeune, de 49-50 ans, une cantatrice québécoise mondialement connue, qui faisait un couac sur la scène de l'Opéra de Paris, puis qui perdait sa job. On lui disait à cause de ça, parce qu'elle a eu un fou rire à cause de ça, là, ce qui ne se fait pas, évidemment, surtout quand tu chantes. Et elle s'est fait dire qu'elle ne reviendrait pas la saison suivante à l'Opéra de Paris, puis qu'elle revenait à Montréal et qui commençait à douter. Alors, donc, il y a 20 ans, j'en avais 60, elle en a 50. Je commençais déjà à douter. En tout cas, à me poser des questions. Les artistes doivent se poser des questions. Un artiste comme Picasso, par toute proportion gardée, mais un artiste comme Picasso, il a tellement changé de style souvent que tu te dis que c'est quelqu'un qui devait douter. Il devait douter. Il allait jusqu'à un certain point. Puis là, il l'avait fait, cette affaire-là. Puis là, il disait non, c'est bon, je ne peux pas continuer à faire ça. Il faut que je fasse autre chose. Alors, ça, c'est admirable. Ça, c'est quitte à se tromper, quitte à te casser la gueule, quitte à te faire dire ça, c'est très, très, très mauvais, mais au moins, tu l'aurais essayé. C'est ce que Anne-Marie Cadieux dit dans la pièce. Au moins, je l'ai essayé. Je n'ai pas abdiqué comme toi. Moi, j'ai essayé de faire quelque chose. Tu sais. Alors que Benoît, l'auteur de théâtre, préfère se taire pendant 3, 4, 5 ans. Oui, bien, ça, c'est de l'orgueil, probablement. Ouais. Ça me ressemble pas mal. Oui, c'est ça. Mais est-ce que... Attendez, je vais prendre de l'eau. Parce qu'à travers le temps, il est question, surtout dans la dernière partie de Cher Tchekhov, du rapport à la critique. Et il y a des artistes qui ont été pas mal plus écorchés par la critique que toi. Je pense que je suis curieux de savoir ton rapport à la critique. Bien, je au fil suis du temps. écorché, ça arrive. Mais je ne suis pas tuable. C'est ça. Je suis écorché, mais je braille. Puis je me souviens, j'étais en train d'écrire une des pièces les plus drôles de ma vie, qui est, encore une fois, si vous permettez, donc en 97. Et un de mes plus beaux romans venait de sortir, Un objet de beauté, le dernier roman des Chroniques. Puis j'étais parti avant les critiques. Puis j'avais dit à mon chum, c'était à l'époque vous vous souvenez des fax, c'était à l'époque des fax. J'avais dit, fax-moi les critiques, je veux les lire. Puis il m'avait dit, même les mauvaises. Puis j'avais dit, oui, mais il faut que je les lise toutes. Alors je me souviens, j'écrivais certaines des scènes les plus drôles de ma vie. Je recevais un fax, là, je me mettais à broyer parce que c'était mauvais. Parce que
presque toutes les critiques avaient été mauvaises pour ce roman-là, qui est pourtant un de mes meilleurs, à mon avis. Et je continuais à écrire des scènes drôles, en broyant, parce que je venais de lire une mauvaise critique, parce que ça ne m'empêchait pas. Ben, c'est ça, ça te paralysait pas, là. J'avais beau, là où je suis différent de Jean-Marc, mais je lui donne le courage quand même, mon courage de recommencer. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de travailler. Même la maladie, quand les 2 fois où j'ai frôlé la mort, il n'y a rien de plus extraordinaire quand tu étais malade que le moment où non seulement tu as envie de travailler, mais que tu te sens la force de travailler. J'avais beau avoir été malade, à un moment donné, je me disais, ah oui, demain, je peux commencer quelque chose. Ça, c'est extraordinaire. C'est la preuve que je ne suis pas tuable. Ben, dans ce combat... Même dans ma tombe, je vais écrire. C'est des romans posthumes ou des pièces posthumes qui seront écrites par l'auteur après la mort. C'est un concept novateur, j'aime ça. Dans ce combat de l'ancien versus le moderne, dans Cher Tchekhov, il y a une mention de l'appréciation des jeunes auteurs. Je pense à Kevin Lambert, entre autres, qui est cité dans Le cœur en bandoulière. C'est quoi ton rapport à cette nouvelle génération? Bien, d'abord, j'aime beaucoup ce qu'ils font parce que ce que j'aime chez les jeunes écrivains et écrivaines, c'est que ma génération, c'est vrai, on a eu cette qualité-là, on a défoncé des portes. Mais les générations qui sont venues avec moi ont l'intelligence de... Tu sais, nous autres, on parlait de nous, on parlait de notre collectivité. Pardon. On avait besoin de parler de nous pour exister parce qu'on n'existait pas beaucoup en littérature. Et maintenant, les jeunes, ce qu'ils font, je suis en train de lire, je suis en train de finir, là, je vais finir dans le train demain, 1000 secrets, 1000 dangers d'Alain Farah. Puis c'est tellement différent de ce que ma génération faisait, ou Kevin Lambert, dont tu parlais tout à l'heure, ou des écrivains comme Larry Tremblay, qui écrit des romans qui se passent ailleurs qu'au Québec. On s'ouvre au monde, on était ouvert au monde parce qu'on était obligé, parce que ça nous était imposé. Ensuite, on a défoncé des portes en disant on veut s'exprimer. Et maintenant, les jeunes qui arrivent après nous ont le choix entre les deux. On a le choix entre continuer à parler de nous autres, comme Kevin Lambert, puis bon, tout ça, et on a le choix d'aller ailleurs. Le Gilles Courtemanche magnifique, il y a 10 ans, un dimanche après-midi à Kigali. On se permet maintenant de s'en aller ailleurs et de continuer à être universel, mais d'une autre façon. Ça, c'est formidable. Bien, ça me fait penser, on disait tout à l'heure, Scheherazade des pauvres vient d'être publié, un roman dans lequel on retrouve Hosanna, personnage assez fort de ton œuvre, et c'est dans un dialogue avec un jeune journaliste qui écrit pour Fugue, qui jalouse un peu cette époque-là des années 60-70 où des personnages comme Hosanna ont défoncé des portes. On parle souvent de ça, en disant que lui, il a une nostalgie d'une époque qu'il n'a pas connue parce qu'il n'y a pas de combat à mener. Est-ce que tu sens chez les jeunes auteurs qu'il y a encore des portes à défoncer en termes d'écriture et de dramaturgie? Bien, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs portes qui mènent en plusieurs avenues. Mon Dieu, ce que je voulais dire, j'ai oublié, j'ai un trou. Ça y est, Alzheimer. Je me demandais si les portes à défoncer, il y en avait encore beaucoup. Non, mais c'est les avenues après. On est parti de quoi, là? On est parti de Scheherazade des pauvres et du jeune personnage qui... je ne sais pas ce que je voulais dire, je ne m'en rappelle plus. Alors, on peut passer à autre chose. Ça va revenir. ça va revenir. Et ce personnage-là, donc de Claude, de Hosanna, décide d'abdiquer. Et après une grande défaite, donc la grande tragédie dans Hosanna, décide de se retirer pendant 50 ans, avant que nous, en tant que public, on la retrouve, mais même que les gens dans la rue, dans cet univers-là, aient des nouvelles de Hosanna. Ouais. Pourquoi tu t'es autant intéressé à cette idée-là d'abdiquer? Quand j'ai écrit, quand Jean-Marc a écrit Cher Tchekhov, il y avait les deux. Il y avait la résilience et il y avait l'abdication. Ouais. Il y avait les deux. Et l'abdication, j'en ai pas beaucoup parlé dans ma vie. Et après avoir fini d'écrire la pièce, pendant que j'en parlais avec Serge, tout ça, donc on préparait le spectacle,
je me suis mis à penser à l'abdication plus sérieusement et je me suis dit, qu'est-ce qui fait qui est assez fort, qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un qui est assez fort pour l'empêcher complètement d'évoluer, pour l'asseoir sur son cul pendant 50 ans, pour Puis je me disais, ça se peut-tu? Peut-être que ça se peut pas, là, mais je l'ai inventé. Mais est-ce que ça se peut? Et j'ai pensé à la trahison. Je me suis dit, la seule chose qui peut tuer quelqu'un, c'est la trahison. C'est quelqu'un qui te fait croire quelque chose ou qui te... En tout cas, bon. Et la trahison m'a amené à Cuirette, qui a trahi Hosanna dans la pièce. Et donc, je suis arrivé à Hosanna et je me suis dit, ah, voilà, je peux, après 50 ans, reprendre un personnage et lui avoir fait vivre rien pendant 50 ans, mais de faire un roman intéressant quand même. Alors, j'ai décidé qu'Hosanna, après ce qui arrive dans la pièce, est resté complètement bloqué. Hosanna a été tabletté en quelque sorte comme personnage et on l'a retrouvé dans ce Oui, roman-là. les gens, comme je reprends beaucoup mes personnages, c'est souvent, toujours, il y a des gens qui me disent, ah, Hosanna, tu n'as jamais repris Hosanna, qu'est-ce qu'il est devenu? Puis je m'étais inventé une réponse partout. Je dis, ah, je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles. C'est ça. Mais parce que pour moi, la pièce, c'était ma seule pièce fermée. Hosanna, c'est quelqu'un, il y a un gars qui est habillé en Elizabeth Taylor dans Cléopâtre, qui arrive chez eux, qui vient d'être humilié, et qui, pendant la pièce, fait 2 striptease, un striptease psychologique et un striptease physique. Et à la fin de la pièce, il se retrouve tout nu devant son chum, puis il dit, je ne suis pas une femme, je suis un homme. Alors, pour moi, c'était une fin. C'est ma seule pièce. Je trouvais que c'est ma seule pièce fermée qui apportait pas la discussion parce qu'il avait réglé son compte. C'est Jean Genet qui disait qu'il ne faut jamais qu'une pièce ait une conclusion de façon à ce que le public, quand le public va sortir, il va continuer à parler du spectacle. Moi, à l'époque où il y avait des entractes, il n'y en a plus, je suis bien content. C'est bien rare qu'il y en a. Il n'y a rien que je trouvais plus triste à l'entracte que quand les gens parlaient de la pluie et du beau temps. Il aurait dû déjà être en train de discuter de ce qu'ils venaient de voir. Alors, c'est ça que Jean Genet voulait dire, c'est qu'une pièce qui n'a pas de conclusion, on peut continuer à en parler. Je me souviens quand on a créé, pas quand on a repris, parce que ça avait été créé ici, Le Vrai Monde, le Hôtel du Rideau Vert, on avait le temps, les acteurs avaient le temps de se démaquiller, on changeait, on sortait, on allait pour aller au restaurant sur le Saint-Denis. Et il y avait encore des gens devant le théâtre Saint-Denis qui discutaient à savoir si c'était la mère ou le fils qui avait raison. Là, tu dis, ah bon, ça, c'est des gens qui ont cité à une pièce qui leur a fait quelque chose, qui a eu un effet. Il nous reste peu de temps, malheureusement, Michel, et je veux qu'on cède la parole au public aussi dans les prochains instants, mais avant de conclure, il y a des gens qui auraient pu voir, et on pourrait voir dans Cher Tchekhov une forme de conclusion, en se posant des questions sur la pertinence, puis sur à savoir si qui va aller après. Ben, c'est ça, on se pose la question, est-ce que c'est la fin d'une œuvre ou il y a une ça suite? va arriver un jour, c'est bien évident que je vais écrire une dernière affaire à un moment donné. Mais c'est pas ça, c'est celle-là. comme le début. Tu écris tout ça en toute humilité parce que tu ne fais pas ça pour conclure. Je vous l'ai dit au début, un artiste, ça ne conclut pas. Alors, tu as beau écrire des pièces qui sont comme la pièce de ce soir, qui sont comme des aboutissements. Ça se peut qu'après ces aboutissements-là, ben, il y ait d'autres aboutissements si l'artiste a encore quelque chose à dire, tout en continuant à douter, à se demander s'il n'est pas dépassé. Cette pièce qui semble commencer oui, mais ça, je ne vais pas en le... parler parce que ça ne faut pas que ça... Oui, je prépare une pièce... une pièce coup de poing, disons. Ben c'est ça, mais je t'ai entendu dire, donc je ne révèle aucun secret, mais que pour l'instant, cette pièce s'intitulait « Ce qui n'a pas été dit ». Ce qui n'a jamais été dit. Ce qui n'a jamais été dit. Quelqu'un qui se défrustre, mais faites-vous-en pas, ça va être plus compliqué que ça. Non, mais c'est quand même intriguant, puis Pardon? c'est quand même très intriguant comme titre. Ben, moi-même, ça m'intrigue parce que je ne sais pas tout ce que ça va contenir encore. Okay. Faut pas, Ma première scène est prête, mais passer ça, là, je ne sais pas tout à fait encore. Fait que,
Ça m'intrigue beaucoup. Peut-être que ça ne aboutira pas. Ça se peut très bien que je ne trouve pas comment continuer la première scène que j'ai faite. C'est très possible. En tout cas, j'ai quand même... Moi, j'écrivais une pièce de 10 minutes avec juste une scène. Ouais, une petite pièce sur TikTok, là, ce serait très oui. moderne, quelque chose comme ça. Pourquoi pas? On va explorer des nouveaux formats, peut-être. Bien, Michel, je te remercie infiniment pour ce temps en ta compagnie. Ça me fait plaisir. Je tiens à remercier toute l'équipe du Centre national des arts, tant au niveau de la technique, Merci, des communications, tout de le monde. l'organisation. Merci d'avoir permis cette rencontre. Même pour l'éclairage aveuglant. De toute beauté. Alors, on vous donne rendez-vous dans le théâtre ce soir, demain et samedi après-midi pour Dans Cher une Chekhov. heure et demie, mon Dieu. Ben oui, on a le temps de se prendre un petit verre. On se retrouve dans la salle. Merci Buvez infiniment. pas trop, là. À bientôt.